Bonjour à tous. Vous êtes prêts pour cette nouvelle journée? Avec encore plus de révélations, des révélations extraordinaires qui nous viennent pour la plupart des États-Unis et du Canada, des témoignages exceptionnels. Et donc, je vais démarrer ma présentation en partant déjà d'une petite carte que quand j'étais à Noël avec Agnès, j'étais là à Noël, c'était notre deuxième visite sur ce site magnifique de Val-Soyo. Nous étions venus la première fois dès le 15 août, on n'avait pas chômé, dès le 15 août on était là et on est venu à Noël pour une deuxième visite. Et c'est là qu'on a vu le spectacle de Noël, c'était extraordinaire, ça nous a donné plein d'idées. Et en revenant, dans ma boîte aux lettres, j'ai découvert une carte. Cette carte, donc j'avais demandé, je vous ai parlé hier du dessin que j'ai offert à Jack Green pour ses 80 ans. Et bien en même temps que j'avais reçu le dessin que m'avait envoyé Léna, j'avais dans l'enveloppe cette petite carte. Et donc dans cette petite carte, il y a les vœux d'Elena pour Noël et pour la nouvelle année, ainsi que ceux de Stéphanie, sa sœur. Mais à côté, il y a aussi, c'était un cadeau, mais le plus beau des cadeaux de Noël que je pouvais imaginer, parce que j'ai reçu les vœux de Thor Han. Et je vais vous lire ce que m'a dit Thor Han. Cher Chris, nous n'avons pas eu encore le plaisir de nous rencontrer, mais je connais ton cœur et ta mission. Davantage, tu découvriras bientôt à ce sujet. Continue d'éveiller les consciences de tes congénères terriens à la vérité. Bien des surprises t'attendent encore, toutes bonnes. La vérité scientifique ouvre les chemins. Ceci est ta tâche, celle que tu as choisie. Je souhaite te dire, ceci n'est que le début. Donc quand vous recevez un tel message de Thor Han, haut commandeur de la Fédération Galactique, et qui vous dévoile votre mission, je me doutais que j'aurais un petit rôle dans cette divulgation, mais à ce point-là, franchement, c'est énorme et c'est magnifique. Bon. Et donc, ça donne des ailes. Ça donne des ailes parce que pour faire organiser cette conférence, on ne s'est posé aucune question. On s'est dit, mais de toute façon, ils sont avec nous, on fonce. Voilà. Et donc, c'est Thor Han qui veut que je divulgue la vérité scientifique. Et donc, je vais vous donner un petit cours de physique. C'est Thor Han qui veut, hein. Et donc, je vais vous parler c'est de la physique, c'est très très simple. Vous allez voir que c'est très très simple en fait. On va revenir à la fin du 19e siècle, à la physique du 19e siècle, et où les physiciens considéraient que le vide était rempli de quelque chose qui s'appelle l'éther. Le vide, pour eux, n'était pas vide. Et depuis l'Antiquité, il y avait le 5e élément. Donc l'éther était le 5e élément. Et là, j'ai mis, sur ce slide, j'ai mis en haut à gauche Descartes. Donc là, c'était donc Descartes, lui, déjà défendait l'éther, comme Newton. Après, Newton est au-dessus, au milieu. En haut à droite, j'ai mis James Clerk Maxwell, le père fondateur de l'électromagnétisme, celui qui a sorti sa théorie de l'électromagnétisme. Et puis tout en bas, on a quelqu'un qui est venu perturber, on va voir, c'est quelqu'un qui est venu perturber toutes ces théories sur l'éther, c'est Einstein. Parce que c'est Einstein, eh bien, on verra qu'il est parti sur une autre voie qui a fait sensation à l'époque avec sa relativité générale. Mais c'était une voie totalement qui remettait en cause tous les acquis. Et son adversaire principal, c'était Nikola Tesla. Donc Nikola Tesla, qui est en dessous, et aujourd'hui est un jour un peu particulier, parce que c'est l'anniversaire de Nikola Tesla. Donc c'est une synchronicité.
on n'a pas fait exprès, on a eu l'anniversaire de Jean-Charles pour le deuxième jour de la première session. Et là, eh bien, le deuxième jour, pour cette session 2, eh bien, le final se déroule le jour anniversaire de Nikola Tesla. Et puis, j'ai fait figurer aussi un physicien moderne, Nassim Haramein, où mes idées sont très proches, on va voir, très proches de celles de Nassim Haramein. Et donc, ça ne va pas être la fête à Einstein aujourd'hui, hein. Je vous préviens. Ça va être un peu... non, c'est pas sa fête aujourd'hui. Et donc, en fait, toute la problématique, toute la compréhension de l'univers revient à cette question, c'est quoi le vide? Et on avait donc au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on avait Descartes, Newton, donc Descartes, lui, supposait que l'espace était rempli de quelque chose de subtil, l'éther, et que c'est ça qui faisait tourner les planètes sur leur orbite. Les planètes étaient entraînées dans des gigantesques tourbillons d'éther. Et c'est comme ça que lui voyait l'univers. Après, Newton a compris, et après, ça c'est au début de sa carrière, et vers la fin, il avait un peu oublié, et après il disait que c'était un phénomène divin, mais quand il était encore au début de sa carrière, il avait compris qu'il y avait cet éther, et que la gravité, donc toute la question c'est quoi le vide et c'est quoi la gravité? La gravité, donc c'est ce qui nous fait tenir sur Terre ou tomber, ce qui fait tomber les pommes, et pas que. Et donc, Newton avait compris qu'il y avait une pression dans l'espace, une pression d'éther, et puis il y avait une pression aussi dans une planète, et la différence de pression crée du vent. C'est comme de la météo, vous avez une haute pression et une basse pression, entre les deux il y a du vent. Il avait compris que la gravité, c'était un vent d'éther. Et donc là, j'ai figuré 3 autres physiciens donc, de la fin du 19e siècle, donc James Clerk Maxwell, Nikola Tesla, et un autre physicien qui est à la fois psychologue, beaucoup plus connu justement pour ses travaux sur la psychologie, parce qu'il est très connu, c'est Gustave Le Bon. Il est très connu pour son livre, il est connu plus surtout quand on cherche sur Wikipédia, pour son livre sur la psychologie des foules. Il avait aussi, c'était quelqu'un qui s'intéressait énormément à la physique, et c'était le début de la radioactivité. Il a fait énormément d'expériences de détection des rayons radioactifs, de la radioactivité. Et dans ce livre, donc là j'ai le livre de Gustave Le Bon qui a plus de 100 ans. Ce livre date de 1917. Ce livre a 107 ans. Et ce livre, la première édition de ce livre est sortie en 1905. Et dedans, toutes les idées que j'ai retrouvées sont dans ce livre. Ça veut dire que toute la physique était comprise déjà par Gustave Le Bon et Nikola Tesla dès la fin du 19e et début du 20e, et que cette physique a été après détournée sur le mauvais chemin. Et donc, tout ce qui manquait à Gustave Le Bon, c'était de mettre ça en équation moderne, je dirais, mais les principes fondamentaux, il avait compris en fait, exactement ce que moi, j'ai découvert, et ça, je l'ai trouvé, j'ai trouvé ce livre il n'y a pas longtemps, je l'ai lu il y a 2 mois à peu près, une fois que j'avais fini de publier, moi, tous mes travaux. Et donc, est venu, à partir de 1905, un jeune physicien qui a tout remis en cause et qui a détourné la physique du droit chemin. Et les idées d'Einstein ont donné naissance à la relativité générale. Donc ça, c'est l'infiniment grand, comprendre l'infiniment grand. Mais donc avec des théories, on peut faire dire un peu ce qu'on veut, parce que on a par exemple, avant de comprendre que c'est le Soleil qui tourne autour que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, la théorie à l'époque du Moyen Âge, donc jusqu'à Copernic et Galilée, tout le monde croyait que c'était le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'était le système géocentrique. Et les autorités de l'époque disaient, ou les scientifiques de l'époque disaient, nos théories, nos équations marchent, on prédit les éclipses, notre modèle marche, donc le modèle est bon. Non, c'est pas parce qu'un modèle marche qu'il est bon. Et là, c'est pareil. Avec les théories d'Einstein, on a un modèle issu des théories d'Einstein qui arrive à prédire des choses, mais malheureusement, ce modèle est faux. Les hypothèses qui sont les points de départ de ce modèle sont totalement fausses et totalement inversées par rapport à la réalité. Donc, parce que Einstein disait, non, il n'y a pas d'éther, le vide est vide. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que le vide est plein. C'est toute la différence. Donc, le vide est plein d'éther. Et donc, les idées d'Einstein ont donné naissance après
à la physique quantique, mais en partant des mêmes idées. Donc là, ils se sont intéressés à l'infiniment petit, avec Max Planck, Niels Bohr et plein d'autres physiciens qui ont donné donc, la naissance à la physique quantique. Et donc Einstein était aussi dans l'équipe, dans les réflexions autour de la physique quantique. Et donc là, on va voir que la physique moderne a un gros problème, parce que la physique actuelle, que ce soit donc la cosmologie à gauche ou la physique quantique à droite, les deux se posent la question, y a-t-il de l'énergie dans le vide? Et si oui, quelle est cette quantité d'énergie? Et donc là, j'ai un petit thermomètre, un thermomètre un peu spécial, parce que chaque fois qu'on va monter d'une graduation, ça multiplie la quantité d'énergie par 10. À chaque petite graduation, on multiplie la quantité d'énergie par 10. Et on voit que la cosmologie nous amène à un chiffre très très bas. Donc là, on est même en dessous de 0. On est 10 chiffres après la virgule, 0,0001 joules par mètre cube. Donc là, c'est très très bas. Donc là, c'est ce que dit la physique, donc la cosmologie et la relativité générale, une fois qu'ils ont rajouté de l'énergie noire pour coller au modèle, ou coller aux observations, disons. Donc là, on voit très très peu d'énergie. Manque de chance. La physique quantique, là, on va multiplier par 10, en partant de la cosmologie, il faut multiplier par 10 123 fois. Donc on va multiplier 1 par 1 avec 123 zéros derrière. Donc on voit qu'ils ne sont vraiment pas d'accord. Et pourtant, ça, c'est la physique officielle. Et en fait, la physique de l'éther trouve un autre chiffre intermédiaire entre les deux, qui est à la graduation 35. Donc là, c'est 10 puissance 35, c'est la quantité joules par mètre cube. Ça, c'est la quantité d'énergie que donne la physique de l'éther et qui correspond à l'énergie des particules, d'un proton en particulier. Donc, on voit que la science officielle a un énorme problème avec ces 123 graduations d'écart entre les deux théories. Normalement, il n'y a qu'une seule physique, il n'y en a pas deux. Et donc, il faudra voir même 3 avec l'électromagnétisme. Donc, il faut trouver unifier tout ça. Donc, c'est le gros problème de l'unification de la physique actuelle, parce que la physique aujourd'hui est au bord du gouffre. Et donc, avec l'éther, on va voir que tout se simplifie. Et là, on est dans la vérité. Et donc, là aussi, il y a deux physiciens bien connus. Alors, j'ai fait apparaître aussi Jean-Pierre Petit, donc en plus de Nassim Haramein, sauf que Jean-Pierre Petit, il est plutôt du côté d'Einstein. Il va compléter la relativité générale d'Einstein en introduisant une notion de masse négative, mais lui, il prolonge la relativité générale, et donc pour moi, il n'est pas sur les bonnes hypothèses. Et on va voir que les hypothèses de les théories de Jean-Pierre Petit et de Nassim Haramein sont totalement opposées. Donc ils ne peuvent vraiment pas se mettre d'accord. Et donc là, j'ai un petit tableau qui va juste comparer sur 2-3 critères. Donc on va comparer d'abord la relativité générale, la physique quantique, la théorie de Nassim Haramein, celle de Jean-Pierre Petit, et puis la physique de l'éther. Et sur 4-5 critères, est-ce que le vide est vide ou est-ce que le vide est plein? Est-ce que la vitesse de la lumière est constante ou est-ce que la vitesse de la lumière est variable? Donc est-ce qu'on peut changer la vitesse de la lumière? Est-ce qu'il peut exister des masses négatives? Aujourd'hui, une masse, c'est ce qu'on appelle, on leur attribue par défaut le signe plus, une masse est toujours positive, mais Jean-Pierre Petit a introduit la notion de masse négative. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans les portails. Les portails tels que l'explique Helena, c'est de la masse négative. Donc, d'après les informations d'Helena, on sait que ces masses négatives, cette matière particulière, en fait, c'est une matière. Quand on dit une masse négative, c'est une matière qui repousse plutôt qu'une matière qui attire. Parce que la matière classique, comme tout ce qui constitue les planètes, les étoiles, toute la matière attire. Et là, ce serait une matière qui repousse. Et puis, l'autre critère, c'est, arrive-t-on à unifier l'infiniment grand avec l'infiniment petit? Et donc, on voit la relativité générale et la physique quantique ne sont pas des théories unifiées, parce que justement, elles sont tellement... il y a un écart tellement grand entre les deux qu'on ne peut pas les unifier, c'est toute la problématique. Et la physique quantique était partie sur l'hypothèse que le vide est vide, et puis à partir de 1964, là ils se sont dit, non, finalement il y a quelque chose dedans, il y a des bosons de Higgs qui remplissent le vide, et c'est ça qui donne la masse. Mais donc ils ont changé d'avis, la physique quantique, ils ont changé leurs hypothèses en cours de route. Et on voit donc qu'entre Nassim Haramein et Jean-Pierre Petit, ils sont d'accord sur rien. Vous voyez, ce qui est jaune et ce qui est bleu.
Donc ils sont d'accord sur rien. Donc ça va pas aider à les... Oui, ça va pas aider. Et alors que, donc, j'ai mis en bleu tout ce qui est compatible avec les théories sur l'éther. Donc le vide est plein d'éther. La vitesse de la lumière, c'est comme dans un gaz. Dans tout gaz, l'éther, c'est comme un gaz. Et dans un gaz parfait, eh bien, la vitesse dépend de la pression du gaz. Donc la vitesse est variable. Et oui, il peut y avoir des masses négatives. Comme je disais, les portails sont faits de masses négatives. Pour Jean-Pierre Petit, lui, les masses négatives sont à l'extérieur des galaxies. Mais il n'y en a pas partout. Pour lui, il y en aurait partout. Et dans le principe, non. Dans les informations qu'on a d'Helena, des masses qui repoussent les masses négatives dans les portails ne sont que dans les portails. Et là, je ne suis pas d'accord avec Jean-Pierre Petit. Donc pour moi, les masses, comme ce sont des masses qui repoussent, même deux masses négatives se repoussent, alors que pour Jean-Pierre Petit, deux masses négatives s'attirent. Et puis, il est que sur l'infiniment grand et pas sur l'infiniment petit, malgré son nom. Et... alors que la physique de l'éther, eh bien, on va voir que ça unifie l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et donc toute la question aussi, c'est de comprendre dans l'infiniment petit, c'est quoi une particule? Eh bien, une particule, là vous voyez, ça c'est un très bon exemple. Un exemple, vous voyez là une tornade. Donc il y a de l'air partout. Il y a de l'air partout, mais l'air ne devient visible que dans la tornade. Pour une particule, c'est pareil. Il y a de l'éther partout. Et la particule, c'est une tornade d'éther, un vortex d'éther. Et c'est à ce moment-là qu'elle apparaît, parce qu'il y a cette vitesse. Donc à l'extérieur de la particule, on peut considérer que l'éther est au repos. Mais là, la particule, c'est justement de l'éther qui tourne à toute vitesse sur lui-même. Et ça donne une particule. Sinon, l'éther est partout. Et donc là, c'est un bon exemple. On va voir ce qu'on peut faire avec des vortex. Donc là, une petite vidéo que j'aime bien, là, donc on a un vortex, une particule en gros. Ça, c'est un vortex. Donc imaginez que c'est un vortex d'éther. Et donc après, ces vortex vont s'associer. Regardez, là, on est passé d'un grand vortex à un petit vortex. Et donc on peut jouer avec, on peut les associer, on peut les couper en deux, on peut faire plein de choses. La physique des particules, c'est ça. C'est l'énergie qui est dans le vortex. On va faire des petits vortex, des grands vortex. Tout ça, ça va se combiner. Et ça donne différentes familles de particules. Et donc, récemment, Toran, dans son message, disait que j'allais découvrir des choses. Et là, j'ai fait une découverte en physique fondamentale très importante récemment, donc 2 mois après le message de Toran. J'ai retrouvé la formule de Nassim Haramein. Nassim Haramein s'est fait connaître en 2013 parce qu'il a trouvé une formule, celle qui est encadrée en rouge, qui donne la relation entre la masse du proton, le rayon du proton, la constante de Planck, H ou H bar, constante de Planck réduite, et puis la vitesse de la lumière. C'est une formule qui est très magnifique. Et Nassim Haramein l'a découvert en 2013, mais avec une démonstration que moi j'appelle vraiment tirée par les cheveux. C'est comme s'il avait trouvé la formule, mais après il ne savait pas comment y arriver. Il a pas mal bricolé pour arriver avec 3 passes magiques pour moi dans sa démonstration. C'est une démonstration très très longue avec 3 passes magiques, plus de 60 lignes de calcul. Et à la fin, il arrive à cette formule. Et alors que là, eh bien, si on comprend ce que c'est vraiment un proton, le proton c'est la particule élémentaire, eh bien, un proton c'est un vortex. Donc là, j'ai mis dans le petit schéma en haut. Donc là, c'est un vortex. Bon, je l'ai mis en coupe, mais imaginez qu'il est complet. Donc vous avez un tor comme un gros beignet ou un petit beignet, un tout petit beignet. Et là, l'éther, imaginez que c'est de l'éther en rotation à toute vitesse qui donne cette forme de beignet. Et à la limite, à la frontière de cette particule, on est à la vitesse de la lumière. Et donc, j'ai figuré aussi à gauche les pairs de la physique quantique, 2 au moins, donc Max Planck, j'avais déjà cité, et un autre, bien connu des ingénieurs en physique quantique, qui s'appelle Erwin Schrödinger, parce que c'est l'équation de Schrödinger qui décrit le comportement des particules. Et en fait, il faut savoir qu'un vortex obéit à l'équation de Schrödinger. Donc, là, on a quand même une piste très intéressante parce que ça confirme l'hypothèse d'avoir des vortex est une hypothèse pour moi qui est fondatrice parce qu'elle est conforme, elle répond à l'équation de Schrödinger. Et là, on a toute la démonstration. Cette démonstration-là, c'est trouver c'est quoi le plus gros vortex possible, le plus gros vortex qu'il est possible d'avoir. Et donc là, tous les calculs sont là.
Et en 5 lignes de calcul, eh bien, le proton, c'est le plus gros vortex possible sans dépasser la vitesse de la lumière. Parce que donc on a à la périphérie, on a la vitesse de la lumière. Et donc si on dit, bah, c'est quoi mon plus gros vortex possible? Ma plus grosse particule, eh bien, c'est un proton. Et là, on trouve le rayon du proton. Et alors que la physique moderne ne sait pas expliquer ce que c'est un proton et encore moins trouver la formule du rayon de proton parce qu'ils ont oublié l'éther. Donc on ne peut pas comprendre ce que c'est un proton sans avoir cette notion d'éther. Et là, on a des confirmations expérimentales du rayon du proton. Donc il y a eu, depuis 2010, un certain nombre de mesures qui estiment en laboratoire la taille d'un proton. Et là, donc, la petite animation l'épaisseur du trait vert, blanc ou rouge indique la précision de la mesure et donc la taille mini, la taille maxi, avec l'incertitude de la mesure. Mais toutes les mesures qui ont été faites depuis 2010 ont toutes une partie commune qui est toute petite. Donc la partie commune, ça va être la petite bande bleue qui est au-dessus. Et on va voir donc comment se place la théorie. Voilà. Donc là, en 2010, il y a une mesure verte, là, où c'est plutôt précis, en 2013 aussi. En 2017, d'autres mesures moins précises sur la bande rouge. En 2018, des mesures là plus précises, la bande verte. Après, en 2019, une première mesure, la bande blanche. Et une deuxième mesure. Bon. Et on voit que la partie commune, c'est la bande bleue tout là au-dessus, donc qui est très très fine. Et donc ça, c'est la petite bande bleue, quand j'ai zoomé dessus. Et le trait jaune, eh bien, c'est la valeur théorique donnée par la formule précédente. Donc on voit qu'on est tout à fait conforme aux mesures expérimentales et quasiment au milieu de la plage d'incertitude. Donc ça, c'est une découverte en physique fondamentale qui est très importante. Et donc maintenant, je vais aussi, une fois qu'on a compris ce que c'est une particule, eh bien, maintenant je vais vous dire comment moi je vois ce que c'est souvent les gens se posent des questions, c'est quoi la densité, c'est quoi une dimension? Donc c'est deux choses différentes. Et donc on va regarder à droite, mettons, ce que c'est une dimension. Une dimension, c'est quelque chose qui va nous faire passer d'un univers à un autre. Par exemple, là aujourd'hui, nous on connaît l'univers à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. Alors Elena nous a appris dans ses webinaires il y a quelques jours que le temps est à plusieurs dimensions. Donc là, il va falloir qu'on arrive à comprendre ça. Mais bon, restons sur nos 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. On a 4 dimensions dans notre univers. Pour changer d'univers, il faut prendre l'ascenseur. On va prendre l'ascenseur et on va changer d'univers. Donc cet ascenseur, c'est une dimension de plus qui va permettre d'aller visiter des univers différents. Donc avec 1 dimension de plus, on peut aller visiter des univers différents. Donc il faut 1 dimension supplémentaire pour aller visiter ces multivers ou ces autres univers. Alors qu'à gauche, là, on vous dit, pour changer de densité, il faut augmenter vos fréquences. Mais là, on dit, mais c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire, augmenter sa fréquence? Bon. Eh bien, là, on voit, une particule, si on demande à une particule d'augmenter sa fréquence, ça revient à ce que l'éther dedans tourne plus vite. Donc, si l'éther, là, je pars de notre densité à nous en bas, avec des gros protons, eh bien, si maintenant on dit, dans une densité supérieure, on augmente la fréquence, eh bien, l'éther tourne plus vite. Mais si l'éther tourne plus vite, eh bien, le proton est moins gros parce que sinon, il va dépasser la vitesse de la lumière sur les bords. Et si vraiment il tourne encore plus vite, eh bien, il est encore plus petit. Et donc, changer de densité, aller à des densités supérieures, revient à augmenter sa fréquence, mais on est finalement sur des densités qui sont plus légères. Donc maintenant, petite explication sur ce que c'est la gravitation. Là, c'est très simple aussi. Donc, comme je l'évoquais, on va voir que maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'une particule, c'est un petit toroïde, un petit vortex. Ce petit vortex va aspirer l'éther, ça attire l'éther. Ça attire l'éther, et après, toute la problématique, c'est de comprendre l'éther qui est attiré, quand il arrive vers la particule, qu'est-ce qu'il devient? Donc là, on voit les particules d'éther l'éther qui est aspiré, et ça finit en onde de compression. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été confirmé par Jenan récemment.
là, j'ai schématisé les ondes de compression par les sphères, là où en les coupant pour que vous voyez mieux. Mais donc ça schématise des ondes de compression. C'est comme des ondes sonores. Le son, c'est une onde de compression. Et bien là, c'est pareil. C'est comme des ondes sonores, mais dans l'éther. Et la gravité, c'est ce mouvement, c'est ce flux d'éther qui est aspiré et qui accélère pour converger dans une particule. Donc quand vous mettez toutes les particules d'une planète, du Soleil, de la Terre, eh bien, ça fait une grosse aspiration. Une planète ou une étoile, c'est un énorme aspirateur à éther. Et c'est ça, la gravité, c'est vous êtes entraîné dans le flux, dans le vent d'éther. Et ça, eh bien, il y a une expérience. Donc ça, c'était le début de l'incompréhension de la physique. Les physiciens, à la fin du 19e siècle, étaient convaincus que l'éther existe. Et donc maintenant, ils voulaient faire des expériences pour détecter l'éther et montrer qu'il existe. Parce que c'était que des théories. Et il y a une expérience très très connue qui s'appelle l'expérience de Michelson et Morley en 1887, où ils disaient, OK, la Terre avance, les planètes avancent dans l'éther, mais l'éther est fixe. Donc ça, c'était leur hypothèse. Il y a cet éther qui est fixe et les planètes avancent dedans. Et du coup, si la Terre avance elle tourne autour du Soleil à 30 km par seconde, elle va rencontrer un vent d'éther. C'est comme quand vous roulez en vélo ou en voiture, les fenêtres ouvertes, même s'il n'y a pas de vent, vous ressentez un vent qui correspond à la vitesse du véhicule. Là, c'est pareil. Ils se sont dit, tiens, on va mesurer le vent d'éther qui est dû au déplacement de la Terre sur son orbite, avec le petit appareil qui est en dessous, qui s'appelle un interféromètre de Michelson. Et ce petit appareil permettait de mesurer une vitesse de la lumière différente entre la vitesse de la lumière mesurée dans le sens de la marche ou la vitesse de la lumière mesurée perpendiculairement au sens de la marche. Normalement, ils auraient dû trouver cette vitesse. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à mesurer ces 30 km/s. Ils ont mesuré 5 km/s. Donc tout le monde considère que l'expérience a échoué. Et dans les années 1920, Dayton Miller, que j'ai mis sa photo en bas, Dayton Miller a repris l'expérience et il a compris qu'il fallait la faire plutôt en altitude et puis être bien isolé, bien dégagé pour faire une mesure précise. Et il a fait la mesure au Mont Palomar jusqu'en 1925-1926. Et au mois d'août 1925, il a atteint la vitesse maxi de 11,2 km/s. Donc ça, c'est vraiment cette expérience n'arrive pas à dépasser cette mesure de 11,2 km/s. Donc ça, c'est ce que donne l'expérience. Et j'ai démontré où le calcul est très simple et on trouve que c'est effectivement la vitesse du vent d'éther quand l'éther pénètre la Terre. Juste à la surface de l'éther, c'est la vitesse maximale qu'il atteint, c'est 11,2 km/s. Donc à la fois cette théorie de la gravitation et de l'éther, eh bien, elle est confirmée par l'expérience là de Dayton Miller. Chose que personne n'a jamais pu expliquer jusqu'à présent. Et une fois qu'on a compris ça, on va comprendre aussi ce que c'est la masse. Et c'était, comme je le disais, c'était déjà expliqué là-dedans, dans le livre de 1905, ou au moins dans cette édition de 1917. Gustave Le Bon avait compris ce que c'était la masse. Et la physique moderne ne l'a compris qu'en 1964. Ils avaient oublié, de début du XXe jusqu'à 1964, le concept de masse avait été oublié. Et la masse, eh bien, c'est votre coefficient aérodynamique dans l'éther. Vous prenez une voiture, c'est un bon CX, donc on appelle ça le CX. Une voiture, c'est un bon CX. Vous prenez un camion, c'est un mauvais CX. Et bien là, donc la masse, ça représente le pouvoir de pénétration dans le vide quand vous accélérez. Est-ce que ça frotte beaucoup sur le vide ou est-ce que ça frotte pas beaucoup sur le vide? C'est exactement ça, la masse. Et ça, c'est quelque chose qu'a compris Peter Higgs, d'où vient le nom de boson de Higgs en physique quantique. Lui, il a compris ça, mais en 1964. Donc on lui a donné le prix Nobel de physique en 1964, alors que c'est dans le livre de Gustave Le Bon. Et maintenant, une fois qu'on a toutes ces bases, on va comprendre comment ça vole un de ces engins en antigravité. Alors, j'ai du mal à dire maintenant OVNI, parce que maintenant ils sont identifiés. Mais donc c'est très très simple en fait. Une fois qu'on a ces notions sur c'est quoi, il y a de l'éther, on a compris la gravité, on a compris la masse, eh bien là, vous allez voir qu'en un seul slide, on comprend comment ça vole.
Donc ce que va faire un OVNI, ou un engin à antigravité, il va vouloir ne pas être entraîné par le flux d'éther qui descend du ciel. Donc il descend et qui rentre dans la Terre en venant du ciel. Donc ça, c'est ce vent d'éther qui nous fait tomber, qui nous entraîne. Et bien pour faire ça, il va créer sa bulle, il va créer un vortex d'éther autour de lui. Il va créer ce vortex, il va créer ce tourbillon. Et c'est comme une tornade, il se crée sa petite tornade à lui. Et du coup, le flux qui descend ne peut pas pénétrer la tornade. Il est obligé de contourner la tornade créée par l'OVNI autour de lui. Et donc l'OVNI n'est plus, l'engin n'est plus entraîné vers le bas parce que le flux d'éther, le flux de gravité fait le tour. Donc là, il a réussi à s'isoler dans sa bulle. Il s'isole dans sa bulle et il flotte. Et là, il y a un deuxième effet qui est un double effet. Comme je disais, la masse, c'est aussi le frottement sur le vide ou le frottement sur l'éther. Mais comme il est dans son propre éther, eh bien, il n'a plus de frottement parce que le flux de gravitation ne peut plus frotter sur l'OVNI. Donc, l'OVNI perd sa masse. La masse disparaît parce qu'il s'est isolé dans sa bulle. Donc, non seulement il n'est pas entraîné par la gravité, donc en bas, j'ai dit G égale V0, G c'est le symbole de la gravitation, G égale 0, et la masse, M, égale 0. Donc, il a doublement annulé la gravitation, parce que le poids qui nous fait tomber, c'est la masse fois la gravitation. Donc il a un double effet, c'est 0 fois 0. Donc là, il ne risque pas de tomber par terre. Il ne risque pas de tomber au sol. Et maintenant, il faut réussir à se propulser. Et ça, c'est ce qu'avait trouvé Nikola Tesla. Eh bien, pour se propulser, il va falloir envoyer des impulsions électriques très fortes sur le vide, donc sur la coque. La coque va être électrifiée en envoyant des impulsions des millions de volts. La coque va être mise avec des millions de volts et à très haute fréquence. Et ça va modifier la pression d'éther en dessous. Donc il va s'appuyer sur l'éther et le vide en dessous va le pousser. Donc il y a un principe de action-réaction. Du coup, en poussant sur le vide, eh bien, ça le fait monter. Et donc c'est comme si c'était un surfeur qui surfe sur sa propre vague. L'OVNI va créer sa vague de pression et hop, il s'entraîne. Et c'est pour ça que ces engins partent à très très haute vitesse parce qu'ils n'ont plus de masse. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça c'est pour le principe de vol sans téléportation, sans prendre des raccourcis, etc. Donc c'est une fois qu'on a cette théorie, toute cette physique devient très très simple en fait. On comprend comment ça marche. Donc il reste encore à comprendre tout ce que c'est le temps, la téléportation. Il y a encore, ça ouvre là tout un champ nouveau de recherche pour découvrir tout ce qui reste à découvrir autour de cette physique. Et là, eh bien, on explique aussi, grâce à l'éther, pourquoi la physique moderne a un très gros problème, la cosmologie a un très gros problème, c'est qu'ils ne savent pas expliquer pourquoi les galaxies spirales n'explosent pas. Parce que les galaxies spirales, avec la théorie de la relativité générale, devraient exploser. Elles ne peuvent pas exister. Parce que les étoiles vont trop vite à la périphérie. Ils ont détecté que les étoiles allaient trop vite à la périphérie. Et donc, elles ne peuvent pas exister. Alors que, en fait, les étoiles, eh bien, la galaxie, c'est une gigantesque vortex ou une gigantesque tornade d'éther. Et donc, les étoiles à la périphérie sont entraînées dans le vent d'éther. Et c'est ça qui explique pourquoi les étoiles vont plus vite que ce que prédit la théorie d'Einstein. Donc c'est uniquement parce que l'éther est en rotation, c'est oui, comme je disais, un gigantesque vortex. Et puis, ils ont lancé récemment le télescope James Webb, et c'est un télescope qui est capable d'aller mesurer ou d'aller prendre des photos vraiment dans l'espace profond, très très profond, et là, il se gratte la tête parce que chaque nouvelle photo du télescope James Webb, donc dans l'espace profond, eh bien, il découvre des galaxies qui ne sont pas censées exister parce que là, on est au-delà de la date de naissance théorique de l'univers donnée par la théorie du Big Bang. Donc là, ils sont bien embêtés parce qu'ils comprennent là que le Big Bang, la théorie du Big Bang est fausse, mais ils n'ont pas de théorie alternative pour l'instant pour expliquer pourquoi ces galaxies sont là alors qu'elles ne devraient pas être là. Donc tout ça, ça montre que la physique moderne, eh bien là, ils sont au bord du précipice et ça va être énorme parce que ça fait 120 ans, depuis Einstein, la physique a fait fausse route. Donc toute notre physique est fausse, la physique moderne.
Il faut revenir à la physique du 19e siècle et à la physique de l'éther qu'avait compris Tesla. Et donc tout ça, moi j'ai publié récemment dans un journal de physique très sérieux, un journal avec comité de lecture qui s'appelle le Journal of Physics and Optic Science, où j'ai expliqué comment réunifier toute la physique moderne, ou toute la physique grâce à l'éther, à la fois la cosmologie et la physique quantique. Et donc, je disais, Nikola Tesla était le premier à découvrir ça, mais dès 1892, parce qu'il faisait des expériences avec ses bobines de Tesla, où il jouait avec les très hautes fréquences, les très hautes tensions, et il cherchait toujours il voulait monter à 100 millions de volts, et avec 1 million de cycles par seconde, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire et pourquoi il fait ça? Parce qu'à quoi ça sert? Eh bien, voilà l'explication. Donc ça, c'est une explication qu'il a donnée le jour de son 81e anniversaire, donc 10 juillet 1937, la photo date de ce jour-là. Donc voilà ce qu'il déclare. Il faisait un discours à chaque anniversaire. « Je suis revenu dans ce pays en 1892, désireux de me consacrer au sujet de prédilection de ma pensée, l'étude de l'univers. Au cours des 2 années de concentration intense qui ont suivi, j'ai eu la chance de faire 2 découvertes de grande portée. La première était une théorie dynamique de la gravité. C'est ce que je vous ai expliqué sur la gravité. Seule l'existence d'un champ de force peut rendre compte des déplacements des corps tels qu'observés. Et son hypothèse dispense de courbure de l'espace. Parce que ça, c'est toute la théorie. La courbure de l'espace, c'est toute la théorie d'Einstein qui dit qu'il n'y a pas de champ de force et c'est un espace courbe. Toute littérature sur ce sujet est futile et destinée à l'oubli. La relativité générale est destinée à l'oubli. Ainsi sont toutes les tentatives d'expliquer le fonctionnement de l'univers sans reconnaître l'existence de l'éther et l'indispensable fonction qu'il joue dans ce phénomène. Ma seconde découverte fut une vérité physique de la plus grande importance. Il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. Donc pour moi, c'est la phrase la plus importante de Nikola Tesla, parce qu'il avait vraiment compris que toute l'énergie, quand on nous dit E égale mc2, on dit l'énergie vient de la matière, mais non, l'énergie ne vient pas de la matière. L'énergie, c'est du mouvement d'éther, c'est tout, c'est de l'éther en mouvement. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. Toute l'énergie vient de l'éther. Et donc ça va nous ouvrir la porte à une nouvelle physique. Il va falloir tout reconstruire en repartant des bonnes hypothèses. Et en particulier, les cristaux, on avait vu dans la présentation de Jean-Charles, il y avait... quand il y avait le fœtus, il était dans une couveuse avec des cristaux partout. Les cristaux jouent un rôle primordial dans toute cette science extraterrestre et aussi interviennent dans l'interaction avec la conscience, parce que la conscience, ce sont des ondes dans l'éther. Des ondes qui ont été oubliées, les ondes de compression, comme je disais, la gravité c'est aussi une onde de compression, et la conscience c'est pareil, c'est une onde de compression dans l'éther. Et là, je vais pouvoir donner la parole à Dan Willis. Donc Dan Willis, c'est un des témoins du Disclosure Project. Le Disclosure Project, c'était donc un regroupement de militaires. Il y avait plus de 500 militaires qui ont travaillé avec le docteur Stephen Greer pour divulguer les vraies informations sur ce qu'eux ont vu, sur tout ce qui est phénomène OVNI, c'était dans les années 2000. Et à une conférence en 2001 qui avait été donnée près de la Maison-Blanche à Washington. Et il y avait eu 21 témoins militaires, ou quasiment tous militaires, qui avaient participé à cette conférence de 2001, dont Dan Willis. C'était l'un des 21 témoins ce jour-là, parce que lui, il était opérateur radio habilité top secret dans l'US Navy, et une fois, il a eu à relayer un message comme quoi un bateau de l'armée avait vu, au large de l'Alaska, avait vu un engin sortir de l'eau et partir à 10 000 km/h dans l'espace. Et donc c'était un message top secret que lui devait relayer vers les autres, d'autres bases américaines. Et donc j'ai la chance de travailler avec Dan Willis sur ce qu'il va présenter et sur le générateur, donc un générateur d'une énergie qui était inconnue jusqu'à présent, qui n'est pas reconnue officiellement. Donc c'est une énergie qui est connue dans la culture orientale sous le nom de prana, chi, ki,
orgone. Donc ça, c'est plus Wilhelm Reich qui avait découvert l'orgone. Tout ça, c'est pareil, c'est ce qu'eux appellent l'énergie du frill. Et grâce à Helena, qui est en contact avec Thoran, on a pu être en contact aussi avec le frère de Thoran, Jenan. Donc on a des échanges avec son frère, qui nous a donné les plans d'un générateur de frill. Donc là, c'est de la technologie extraterrestre, c'est inimaginable. Et donc, c'est la technologie Atlante. Toutes ces races avancées utilisent ça couplé à des pyramides. Les pyramides sont des centrales d'énergie, des collecteurs d'énergie. Et donc, au sein d'une pyramide, il y a un énorme cristal. Et la pyramide, après, va servir de collecteur et de réémetteur de cette énergie. Ils n'utilisent pas l'électricité. L'électricité, c'est comme la bougie pour nous. Ils sont passés au frill. Et donc, j'ai l'immense honneur de pouvoir travailler avec Dan Willis et on envoie les questions-réponses à Helena. Donc vous avez 3 générateurs de frill qui sont exposés dans la vitrine à droite et qui permettent après de réénergiser l'eau que vous pouvez boire une fois passé dans le générateur. Donc c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie qui fait pousser les plantes, c'est l'énergie qui soigne, voilà. Et donc Dan Willis va vous présenter tout ça. Alors accrochez vos ceintures. Voilà. Merci beaucoup.